Anna je me sentais de le dire. Szyszkowska Pietrowska, presque ça. Bon. Donc, est philosophe et linguiste, avec un intérêt majeur dans les théories de l'art. Elle est auteure et traducteur de nombreux articles et co-auteur de livres consacrés surtout à la question du visage, notamment Après-visage, transgresser la visibilité dans l'art et la philosophie. Et elle a également travaillé sur les questions des avant-gardes musico-visuelles. Et Fabrice Mété est artiste et chercheur en philosophie, sciences cognitives et arts plastiques. Il est membre du laboratoire Perception, Représentation, Image, Son et Musique, ce qui nous donne l'acronyme PRISM. Et il enseigne au sein de l'université Aix-Marseille dans le secteur d'arts plastiques, dont il est également le directeur. Je suis un peu perturbée parce qu'en même temps que je vous lis la bio, il y a un raton laveur anonyme qui est en train de le copier-coller. C'est l'équipe donc des étudiantes qui travaillent sur le même document partagé. Ça donne des choses assez surprenantes. Instable. Donc ces investigations théoriques et plastiques portent sur la question du rapport à autrui, intersubjectivité, désir, responsabilité, envisagée à la croisée des enjeux phénoménologiques, épistémologiques, métaphysiques et technologiques. Voilà. Est-ce que je donne quelques repères biographiques, quelques propositions théoriques. Donc, dernière publication, non, c'est pas dans l'ordre des publications. C'est ce que tu as écrit ou c'est des repères plutôt théoriques ? C'est des repères écrits par d'autres. Par d'autres, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, je vais plutôt vous laisser la parole donc, sur une proposition en duo qui s'intitule « Performer l'amour », c'est bien ça ? C'est bien ça, formidable. Eh bien, on vous laisse donc performer l'amour. On voudrait surtout remercier à vous pour avoir organisé ces belles colloques. Merci beaucoup pour cette invitation. L'ensemble du processus de rédaction de ce document était un exercice de l'instabilité. Je pense que beaucoup d'entre vous en fait ont vu ça, avec de longs silences et une communication fragile à travers les médias technologiques, parce qu'on n'habite pas dans la même ville, pas dans le même pays. Surtout, on a utilisé des emails, un document à partager, Framapad. Nous avons essayé de penser ensemble en étant séparés dans l'espace. Avec mon Skype, dont j'ai oublié le mot de passe, malheureusement, j'avais du mal à créer un autre, avec son WhatsApp qu'il n'a pas, en fait. Et de plus, nous avons choisi d'échanger en anglais comme une langue qui est neutre pour notre communication, parce que, comme vous pouvez bien entendre, je ne suis pas française. Mais quand je demandais à Fabrice dans quelle langue il voulait présenter, il n'était pas sûr. Alors, j'ai tout répensé en français. Alors, encore un exercice de l'instabilité. Alors, la dimension de l'espace partagé s'est montrée dans cet exercice quelque chose de bien important, car on avait l'impression de se communiquer très bien avec Fabrice quand on s'est voyé. C'était un peu différent après. En fait, je n'ai jamais demandé à Fabrice s'il est d'accord quand c'est bien comprenait, mais peut-être il est d'accord. Oui. Par contre, Fabrice répétait souvent qu'il est solipsiste. Il a même un tatouage, disons. Il est solipsiste. Après un colloque à Marseille, quand j'étais déjà sur la route à l'aéroport, il m'a envoyé un message texto qui disait que je lui faisais des doutes sur la question de son solipsisme. J'ai pris ça comme une blague intellectuelle et façon de flirter qui était très communicatif pour solipsiste. Peut-être c'est là où notre coopération un peu implicite au début a commencé, sans se voir, mais en anticipant les possibilités de connaître les pensées des autres. De l'autre. Alors nous commençons par la mini-sociologie et par des questions concernant l'amour. J'imagine que c'est une sorte d'idée implicite qu'on partage avec Fabrice, que tout commence avec les relations à l'autre. Les relations avec les autres structurent pour nous aussi les œuvres d'art ou la manière dont nous les regardons. Donc cette idée que
d'une esthétique relationnelle était thématisée par Nicolas Bourriaud il y a déjà maintenant plus d'une vingtaine d'années. En ces termes, un art prenant pour horizon théorique la sphère des interactions humaines et son contexte social plus que l'affirmation d'un espace symbolique autonome et privé. Donc il s'agit de considérer l'art comme pris dans un enjeu qui est celui de la socialité, et plus précisément considérer alors des pratiques artistiques dont l'intersubjectivité serait le substrat, qui prend pour thème l'être ensemble, la rencontre, donc d'utiliser le rapport à l'autre comme le matériau de la création. C'est ça qui nous intéresse et sur quoi on s'est retrouvé avec Anna. Un peu, parce qu'on a pensé aussi à inesthétique relationnelle. Moi, j'avais l'idée de inesthétique et Fabrice de l'esthétique, mais finalement, je pense que ce point-là, c'est quelque chose à retravailler après. Tout à fait. Donc, esthétique de la relation, esthétique relationnelle, c'est sans aucun doute quelque chose d'identifié dans l'histoire de l'art contemporain. Il s'agit pour nous de ne pas rester cloisonnés à ce moment de l'histoire récente de l'art contemporain, mais de nous intéresser, de garder la définition formelle de pratiques artistiques qui prennent le rapport à l'autre comme matériau. Et à partir du moment où c'est le rapport à l'autre qui est matériau, il a ces deux faces, on va dire. Il est d'un côté une expérience de la relation, donc s'intéresser à l'expérience vécue de la relation comme matériau de la forme artistique. Et donc l'autre côté, c'est la relation en tant que forme. Comment construire des formes relationnelles. Ouais. Et je pense on fait un peu comme ça, qu'on vole un peu ces concepts de Bourriaud pour les comprendre plus avec Lévinas qui est proche à nous deux, en fait. Parce que je pense que ça pousse la compréhension de ce que l'inesthétique relationnelle pourrait être. Tout à fait. Donc il s'agit de s'intéresser à l'expérience relationnelle et aux formes relationnelles. L'exemple, comme un des exemples, comme vient de le dire Anna, donc on voit que on peut voir des formes artistiques dont le matériau serait la relation à l'autre, qui prédatent largement l'ouvrage de Bourriaud. Donc, par exemple, dans cette pièce très connue, l'expérience mise en jeu, donc l'expérience pour le spectateur. Donc j'imagine que tout le monde connaît cette pièce où Marina Abramović s'expose aux différents spectateurs, à l'audience, avec un ensemble d'outils, dont des roses, dont un revolver, dont différents objets qui potentiellement pouvaient être tournés contre elle. L'idée, c'est de comprendre l'expérience relationnelle en jeu à partir, dans ce cas-là, de la phénoménologie de Lévinas. Lévinas, on peut faire une rapide lecture de l'expérience relationnelle mise en jeu, un parallèle avec l'expérience que décrit Lévinas comme expérience du meurtre ou de l'impossibilité du meurtre, soit le poids de l'altérité d'autrui sur mes possibilités d'action. Donc de comprendre le caractère incarné de cette expérience sensible, une expérience sensible et d'une sensibilité à l'altérité d'autrui, telle que l'a décrit Lévinas, qui est en l'occurrence le poids de l'altérité pesant sur mes possibilités d'agir et de dominer l'extériorité. C'est un des exemples comment on entend esthétique relationnelle, c'est-à-dire une sensibilité, comment qualifier, comment approcher l'expérience sensible de la relation sociale. Mais ça impose aussi le problème de médium, de matérialité dans les œuvres. Si c'est relationnel, on ne sait pas vraiment où trouver l'ocus de l'œuvre d'art. Et c'est quelque chose que j'ai vécu avec une exposition que je viens, dont j'étais commissaire, parce qu'en fait, ils m'ont montré tout ce qu'il fallait montrer aux spectateurs, mais je savais que c'est pas vraiment ça. C'est pas ça où est le locus de l'œuvre d'art. Si on a affaire avec des photos ou des films, mais ce qui importe, ce sont les relations
par exemple, engendré entre ces groupes des artistes, parce que je parle d'un groupe d'artistes composé de 10 personnes, et c'est constamment quelque chose qui est changeable, parce qu'il y a des gens qui sont en relation, en couple, qui se disputent après, il y a plus de 10 personnes, mais 8 personnes et tout ça. C'est très difficile d'écrire ça du point de vue de quelqu'un qui va exposer ça dans une galerie, musée. Et je pense que c'est très intéressant de réfléchir sur ça à propos de l'ocus de l'œuvre d'art, si on pense à l'art qui va être décrit comme par les biais de l'inesthétique relationnelle. Tout à fait. Et on voudrait proposer un autre schéma issu en l'occurrence plutôt d'une théorie des systèmes et des sciences cognitives qui nous aiderait peut-être à comprendre cette difficulté à localiser, à situer la forme relationnelle en tant que telle, précisément en tant que la forme relationnelle en tant que telle, c'est-à-dire celle qui émerge au-dessus des individualités interagissantes, précisément, elle se caractérise par son autonomie, dont la face cachée serait aussi une précarité et des caractéristiques émergentes. Donc, il y a un schéma que je vais vous exposer à l'instant, qui est ancré dans la théorie des systèmes et dans la biologie théorique, et donc dans les sciences cognitives, dans l'approche énactive de la cognition qui s'appelle Participatory Sense Making, et qui, je pense, fait une belle articulation entre le caractère précaire et instable d'un système vivant et d'un système relationnel, et en même temps la manière dont ça nous permet de décrire et d'appréhender ce qu'est une forme relationnelle. Donc, en guise de petite introduction à cette théorie sur laquelle on ne va pas pouvoir s'étendre, mais juste vous donner, c'est très essentiel, quelques considérations générale sur la notion d'équilibre, de stabilité et d'instabilité. Je pense qu'on a trop été polarisé, enfin en même temps j'étais pas là à toutes les présentations, mais sur une dichotomie trop violente entre instabilité et stabilité, alors même qu'il y a entre instabilité et stabilité des états intermédiaires, tels que par exemple l'équilibre neutre, où un élément peut se trouver sur... Enfin, vous voyez, le schéma parle de même. On a une situation d'équilibre serait une situation telle qu'elle intégrerait la perturbation et retournerait à son état initial. Une situation instable serait une situation où la perturbation détruirait l'état dans l'état initial. On a aussi une situation d'équilibre indifférente ou neutre dans lequel une perturbation ferait changer d'état le système, mais vers une autre position d'équilibre neutre. Donc, je pense que c'est intéressant de voir, de penser les œuvres à partir de ce prisme qui n'est pas soit instable, soit stable, mais avec peut-être ces possibilités d'équilibre neutre. Une autre approche, c'est la caractérisation de métastable, c'est-à-dire un état de stabilité intermédiaire dans lequel une œuvre ou un système en général est capable d'intégrer une perturbation dans une certaine mesure, mais si la perturbation est trop forte, ça l'emmènera vers un autre état. Et enfin, une troisième considération que je trouve intéressante, c'est l'approche d'un équilibre, d'un état homéostatique, c'est-à-dire un équilibre, typiquement celui d'un organisme vivant, qui se maintient par une autorégulation. Donc là aussi, je ne sais pas trop ce qu'on peut en faire, mais ça m'intéressait de pointer ces trois états intermédiaires entre stabilité et instabilité, de ne pas tomber dans une dualité trop franche qui nous ferait passer à côté de choses. Cela me permet d'arriver à finalement cette théorie du participatory sense making, je n'ai pas traduit, qui est donc ancrée dans l'approche énactive du sens et de la cognition. Donc il y a un de ses points de départ, c'est de considérer l'agent, donc l'agent cognitif, autonome, comme interagissant avec son milieu, comme énactant un domaine de sens dans une dynamique sensorimotrice. Donc on n'est pas en train de recevoir de la donnée, mais on interagit avec son milieu, et c'est dans cette boucle sensorimotrice qu'émerge le sens.
donc un agent qui interagit, et d'autre part l'idée que lorsque deux systèmes dynamiques partagent un même environnement, de fait, il y a nécessairement l'émergence de phénomènes de coordination. L'exemple typique, c'est quand on met deux horloges sur un mur, si le mur n'est pas trop rigide, les horloges vont finir par se synchroniser du simple fait qu'elles se transmettent des vibrations par le mur. Donc l'idée que les systèmes, dès lors qu'ils partagent un environnement, se synchronisent. Si on met ces deux dynamiques, je prends un peu de temps, mais après ça déroule. Non, je me demande si ça a marché avec nous, la synchronisation, parce qu'on avait du mal. Bah justement, j'y viens. Donc, alors bien sûr, donc on voit qu'il y a deux dynamiques qui vont entrer dans une clôture opérationnelle, c'est ce que dit la théorie, c'est-à-dire que les phénomènes de coordination vont influencer sur les conditions de l'interaction et l'interaction va influencer sur les conditions matérielles de la coordination. Et cette boucle va créer une clôture opérationnelle, donc c'est un petit terme technique pour dire qu'il y a une influence réciproque, et de cette boucle émerge comme une entité autonome au-dessus des individus qui la constituent. C'est intéressant d'observer cette dynamique, une dynamique autonome par rapport aux volontés, par rapport à l'interaction des agents individuels. Par exemple, c'est le cas dans une danse. Quand on observe une danse, la danse n'est ni le fruit de l'un ni le fruit de l'autre, mais elle est le fruit de l'interaction. C'est intéressant de voir que cette dynamique émerge parfois contre le gré des agents interacteurs. Par exemple, l'exemple typique, c'est quand deux personnes arrivent dans un couloir, chacune veut aller dans un sens. Si le couloir est un petit peu étroit, il peut y avoir ce moment où l'un veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite au même moment, puis il y a une sorte de une petite danse là qui s'improvise et qui n'est nul. Ça on avait, ça c'est sûr. Voilà, qui est ni le fruit de l'un ni le fruit de l'autre. Donc voilà, juste cette dynamique de participatory sense-making telle que les sciences cognitives, enfin telle que l'approche énactive du sens la découvre, l'énonce, je pense, donne un schéma intéressant pour comprendre ce qu'est une forme relationnelle en tant qu'elle répond à ces trois qualificatifs. Elle émerge au-dessus des individus, elle émerge comme une forme autonome ayant son propre sens quelque part, son propre sens qui viendra influencer le sens vécu par les individus, et en même temps, elle se maintient dans une certaine précarité puisqu'elle dépend de conditions extérieures et de conditions notamment matérielles. Donc, là, ce schéma nous permet par exemple d'appréhender cette pièce de Thomas Hirschhorn, Gramsci Monument. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce, donc, où Thomas Hirschhorn crée les conditions matérielles d'une interaction sociale dans un quartier de New York. Ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que Thomas Hirschhorn, dans cette pièce, fait œuvre de l'émergence d'une dynamique sociale. Et donc, quand on écoute ce qu'il dit de son implication, on a l'impression qu'il cherche un maximum à se retirer d'une place centrale, à s'exclure d'une dynamique top-down, mais au contraire à simplement créer les conditions d'une émergence. Et en même temps à souligner la précarité de ce mouvement un peu tourbillonnaire qui est cette clôture opérationnelle. Autre exemple, donc je te redonne la parole, excuse-moi d'être long. Juste pour dire qu'on a aussi, en fait, Fabrice, il est très fasciné par participatory sense-making, mais on a parlé beaucoup que pour moi, par exemple, il y a beaucoup d'idées déjà qui sont développées autour de la notion du performance déjà. L'émergence de sens, de signification qui s'effectue pendant coprésence corporelle et tout ça, je trouve que ça c'est déjà là-bas, surtout chez ce qu'écrit Erika Fischer-Lichte. Mais oui, mais j'essaie toujours de se fasciner par ça aussi un peu.
Donc voilà, il y avait d'autres exemples, par exemple Sophie Calle dans cette pièce Double Blind ou No Sex Last Night, je crois, il y a 2 titres, où justement elle fait œuvre de cette interaction et des conditions matérielles extérieures qui viennent mettre en défi l'émergence ou le maintien de cette entité interactionnelle et donc souligner la précarité de la relation. Oui, mais là, j'ai déjà parlé un peu, parce que c'est juste un slide qui concerne cette exposition où je me sentais un peu kidnappée par les artistes. Je ne savais pas ce qu'ils veulent de moi. Autant que commissaire, je ne me sentais pas commissaire parce qu'ils étaient trop vivants, c'était un fluctus. Là, quelqu'un se disputait avec une autre personne, je ne pourrais plus mettre la personne en disant que c'est un artiste parmi ces groupes. Et aussi le fait qu'ils ont... que toutes les œuvres ont été très mal collées au mur et après ils ont commencé à tomber. Mais ils ont dit « Ah, mais non, c'est très bien, c'est comme ça la vie, ça tombe, c'est comme ça. » Et j'ai dit « Ah bon, on laisse comme ça ?»« Ah oui, on laisse comme ça. » Et puis je me suis dit « Bon, en fait, je ne veux pas être là toute seule à expliquer quelque chose d'inexplicable qui n'est pas vraiment là, parce que ce sont eux qui sont les locus de tout ça. » Et j'ai dit « Mais non, il faut qu'on mette une table là-dedans. » Et c'est moi, c'est vous, on est là, on discute. Et c'est comme ça qu'on a tout fait. Mais ça a fait aussi que c'était très fluctuant et très changeable mon rôle, parce que je finis par être quelqu'un de ce groupe. Et parmi tout ça, on a fait des photos de nous qui ont devenu aussi une partie de cette exposition. Alors, en commençant par commissaire, après aussi, je suis devenue à un moment critique de ce qu'il faisait, parce qu'il m'énervait beaucoup, il faisait beaucoup d'émotions qui émergeaient entre nous. Alors, à un moment, j'avais marre de ça, de dire « Ah non, j'adore, et il faut comprendre ça comme ça ». J'ai dit « Ah mais non, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Est-ce que vous pensez que le fait d'être artiste, ça suffit ?» Et là, on se disputait auprès des gens pendant la nuit des musées, mais tout le monde pensait que c'était peut-être quelque chose de penser en avant. Alors, je pense que c'est un exemple en fait, c'est un exemple aussi de tout ce qui se passe dans des relations qui, finalement, souvent n'est pas visible pendant une exposition. Comment montrer les relations qui sont finalement médiums, souvent pour art, ou bien pas seulement le corps, mais ce qui se passe dans cette coprésence. Ce que tu disais, c'est qu'il y avait toute une part, enfin pour eux, ce qu'il y avait d'artistique était contenu dans leur relation, dans leur groupe, et que du coup, il y avait un problème de comment le rendre visible à l'extérieur, si même c'était nécessaire. C'est sûr. Il y avait des films, il y avait des photos, mais c'était un peu comme des trucs, comme des déchets. Ce qui peut emmener au point suivant qu'on a essayé de regrouper sur la question de la matérialité et du fonctionnement du médium ou de l'environnement matériel dans lequel a lieu l'interaction, puisque finalement l'intervention de l'artiste, puisque l'enjeu c'est souvent de se placer en retrait de cette dynamique d'émergence pour la laisser advenir quasi spontanément, mais l'impact de l'artiste, c'est son geste d'artiste presque, c'est d'intervenir sur la matérialité de l'environnement interactionnel. Par exemple, ici, en créant un repas, ou dans cette pièce dont on a déjà parlé, l'esthétique Hirschhorn se reconnaît dans le support matériel de l'interaction, dans ce côté un peu low-tech, de bois et de couleurs. Mais du coup, cette matière qui supporte l'interaction survit à l'interaction et fait une trace stabilisée de l'instant instable de l'interaction. C'est ce que, par exemple, montrait le travail de Philippe Parreno en 1995, où il organise une sorte de soirée privée en amont du vernissage, donc une sorte de moment évanescent de fête dans la galerie,
Puis, le lendemain, dans le vernissage, il n'y a plus à voir que les restes, les traces de cet instant passé. Donc, ce qui nous emmène de loin en loin, mais peut-être on va passer rapidement là-dessus, sur une sorte de thématique un peu déridienne sur, la présence, une sorte d'apologie de la présence de l'instant qui s'opposerait à une contamination nécessaire par le support, l'inscription et l'absence. Donc, plusieurs œuvres, plusieurs travaux qui iraient dans le sens d'une apologie de la présence, d'une sorte d'immédiateté de la relation, à mettre en regard de travaux plus critiques, par exemple, lors de ces travaux qui critiquent. Là, on a pensé au matériel de relation, de ce support qui est le corps, ou bien relation elle-même, mais aussi ça passe par visage, matérialité du visage, bien sûr. Mais en fait, on a tous les deux, je pense, on a beaucoup de références vers Lévinas et la question de face à face. Mais ce qui nous a intéressés, et c'est la raison pour laquelle on a appelé ça mini-sociologie, c'est aussi quand le tiers apparaît. Et qu'est-ce qui se passe là, dans des relations d'amour, mais de différents types d'amour, pas seulement entre amants, mais aussi, on a pensé aussi aux mini-situations, comme par exemple le fait de visiter la grand-mère de sa copine ou son copain, et comment les relations vont s'établir, et comment cette face-à-face va être interrompue. Et ça nous a amené aussi à la question de jalousie, et en fait à la question du fait que si on est dans une relation avec quelqu'un, finalement, la jalousie, c'est quelque chose qui émerge à cause du fait qu'il y a un espace vide qui ne peut jamais être, qui n'émerge pas dans une relation avec une telle et telle personne. Tu as en fait fait un dessin de ça pour comprendre de quoi je parle. Tu te souviens, tu as ça? Oui, tout à fait. C'était pas exactement dans l'ordre prévu, mais effectivement, j'ai ce dessin. Oui, parce que je me disais peut-être il faut parler un peu de ça aussi. Tout à fait. Alors, est-ce que tu me permets de... Donc, juste pour redire à ma sauce ce que vient de dire Anna, ce qui complétera peut-être, c'est vrai que dans les pièces qu'on voit, on a souvent soit... un accent mis sur la relation dyadique, la relation de face à face, soit au contraire des pièces plus communautaires, donc où on a affaire à une multiplicité d'autrui, et où, si on met ça dans une lecture un peu dans le spectre un peu lévinassien, on a d'un côté le visage, le face-à-face, la singularité d'un autrui unique et irremplaçable, et de l'autre côté, la présence du tiers qui est tout de suite l'ouverture du politique, de l'humanité et du multiple en général. Et c'est vrai que ce qui nous intéresse en ce moment, c'est de considérer les formes micro-sociales qui ne soient pas uniquement dyadiques, mais qui soient dans lesquelles on est face ou avec plusieurs individus en même temps. En mettant en contraste l'idée lévinassienne, mais qu'on trouve ailleurs, qu'il y a une sorte d'unité de base qui est la relation dyadique, qu'on a une relation, ça forme une unité que moi j'appelle monade relationnelle, c'est-à-dire que la relation à l'autre est la plus petite entité indivisible. Mais dès lors, comment penser les relations à une pluralité d'autrui, comment penser cette contamination de ces monades relationnelles? Oui, et là, j'avais cette idée de faire je ne sais pas comment ça s'appelle, thought experiment, expérimentation des pensées. J'ai fait un poème / short story pour en fait démontrer à moi-même un limite de ce qui est impossible dans cette expérience d'aimer plusieurs personnes, et comment
comment se délimiter soi-même. Ça s'appelle In the Land of Plenty. Et je dois le lire en anglais parce que ça ne fonctionne pas du tout en français, on a essayé. In the land of plenty, there are plenty feelings. They have different names and there's no one dealing with them, getting rid of them, reducing, squeezing, freezing. In the land of plenty, there's no death. The loss of self happens through multiplying yourself for all the people who love you, for all the people you love. Each time you fall in love with someone, there's a new you ready for a new life. In the land of plenty, there's one of you working, one of you resting, one of you making love, one of you just being lazy. In the land of plenty, you don't even have to think what you feel. There are no contradictions and conflicts. Each of you just feels and thinks about something else at the same time. Different yous never meet. They are in different places with different people, and so they don't get together to decide who you are. They don't have to ask if they are happy, because they always do what they want and multiply in case of doubts and contradictions. There are no choices to make. You never hurt people. There is always everything. In the land of plenty, everything means nothing. Et alors je me dis, comment une seule personne peut être multipliée par une expérience amoureuse? Peut-être que dans le sens où l'amour remet en cause l'idée même de finitude et l'unicité d'une personne donnée. Il s'agit d'une expérience des frontières de l'identité, car lorsque vous vous lancez dans une expérience d'amour avec un amant, son altérité dévoile un autre dans vous. Donc la jalousie concerne fondamentalement aussi une altérité que la personne X ne déclenche pas en personne Y, mais la personne Z est capable de déclencher. Vous ne rencontrez jamais vraiment cette altérité de votre amoureux qui émerge en relation avec un autre. Alors, ma thèse pour ça, c'est le fait que c'est ça la jalousie, le vide dans le rapport. Tu aimes parler? Oui, alors peut-être que le temps va venir de conclure. Tu penses? Je pense, oui. En introduction à la conclusion, je dirais que ce dernier point illustre la manière dont on pense l'esthétique relationnelle entre création de formes, et dans ce dernier point, c'était des formes qu'on pourrait qualifier de micro-sociales, c'est-à-dire comment le sujet rencontre non pas uniquement un autrui, mais plusieurs autrui, comment il est pris dans des structures de nous, de il, de faire face à plusieurs, de structures telles que la jalousie, de structures telles que la parentalité, ou des structures comme ça. Et comment, à travers ces structures, quelque chose qui est encore de l'ordre de l'altérité se révèle à travers ces formes. Oui, et ma conclusion concerne le titre de notre intervention qui vous a fait rire un peu, qui indique la condition performative de ce qu'on fait, parce que performer, c'est l'inverse de préformer. Alors il n'y a pas de stabilité dans les mondes où les notions ne garantissent pas de frontières. Et je fais ici allusion à l'amour, parce que c'est ce qui nous intéresse, qui n'est pas quelque chose à retrouver, mais plutôt quelque chose qu'on crée à chaque fois. Et c'est tout, merci.